Donc, installez-vous, prenez les personnes qui arrivent. Donc, on va être dans un timing assez serré. On a 3/4 d'heure devant nous. Ça devrait largement aller. Mais sachez qu'à 11h moins le quart, il faut laisser la place aux élus qui viendront ici dans cette salle. Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis Michael Vincent de la société Dynagence. Dans le cadre de cette conférence, si vous êtes intéressé pour recevoir la présentation après, eh bien, vous pouvez laisser votre carte de visite, une adresse email, vous le mettrez ici et puis je vous enverrai la présentation par email. Voilà. Il y a ici des cartes de visite également si vous les voulez. Voilà. Alors, je ne vais pas avoir assez de mains. Donc déjà, on va faire connaissance. Je vais me présenter un petit peu plus profondément. Donc je suis Michael Vincent, je dirige une société qui s'appelle Dynagence située à Besançon, dont la plupart de l'équipe est ici, que je remercie d'être venu. Je vous remercie également de tous d'être venus. Et donc la société Dynagence est spécialisée dans la création de sites internet à Besançon depuis pas loin de 15 ans. Et bien sûr, quand on parle de site internet, on va parler référencement, parce que vous l'aurez compris, et je pense que c'est la raison pour laquelle cette conférence reçoit le plus de monde dans le cadre de ce salon. Vous êtes 150 personnes à vous être inscrits. Eh bien, c'est parce qu'effectivement, un site internet, c'est bien, mais s'il est référencé, c'est encore mieux. Donc voilà, je me suis présenté, j'aimerais que vous vous présentiez à votre tour. Mais on ne va pas faire un tour de la salle et demander à tout le monde de se présenter. Ça, on n'aurait pas assez de temps. Alors, je vais juste vous demander de vous lever, s'il vous plaît, messieurs, dames. Voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est gentil. Et je voudrais que tous ceux qui n'ont jamais eu à référencer de site Internet, qui n'ont jamais eu à référencer de site Internet, s'assoient. Donc tout le monde a déjà eu... Ah non, voilà. Donc bienvenue aux débutants dans le référencement. Je voudrais que tous ceux qui sont webmasters, web designers, ou qui sont à leur compte, s'assoient maintenant. Les webmasters, les web designers qui sont à leur compte. Voilà. Bienvenue aux confrères. Je voudrais que ceux qui sont webmasters dans une entreprise, qui sont webmasters attitrés dans une entreprise qui n'est pas une web agency, s'assoient cette fois-ci. Ok, bon courage. Et tous ceux qui restent gèrent le référencement de site internet eux-mêmes. C'est le cas? Peut-être. Ok. Bon, merci à tous. Vous pouvez vous asseoir. Vous n'êtes pas reconnus dans les catégories. Certainement la première. Mais bon, voilà. Ok. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là aussi nombreux. Donc, je vais démarrer cette présentation qui va se dérouler en deux parties. Une première partie sur ce que vous devez déjà savoir. C'est-à-dire qu'on va reprendre un petit peu les fondamentaux très rapidement. Et puis une deuxième partie, voilà, les nouveaux éléments qui arrivent, qui sont présents en 2015 et sur lesquels il faut porter son attention. Il y a beaucoup de bruit dans le monde du référencement, il y a beaucoup de choses, il faut savoir faire le tri. Et puis j'ai essayé sur cette présentation d'être le plus synthétique possible pour vous donner vraiment les éléments à ne pas négliger, en tout cas. Donc, cette première diapositive tente de vous expliquer comment fonctionne un moteur de recherche type Google. Donc, on va avoir deux colonnes. La première colonne, c'est ce que l'internaute tape dans le champ de recherche du moteur de recherche et ce qu'il veut. Et vous allez voir que c'est pas évident d'être un moteur de recherche. C'est pas évident. Regardez, pourquoi? Parce que si l'internaute tape ici « New », qu'est-ce qu'il cherche en fait à obtenir comme information? Il cherche à obtenir des sites qui contiennent le mot « new » ou à la limite une vérification de l'orthographe du mot « new ». Mais c'est tout. Tandis que si cette personne continue de taper, elle ne s'est pas arrêtée, elle tape maintenant « New York ». Eh bien, qu'est-ce qu'elle veut obtenir comme information? C'est très clair, des résultats qui concernent la ville de New York.
Donc complètement différent du mot New. Elle continue. Cette fois-ci, elle tape New York Times. Ce coup-ci, elle ne veut plus du tout d'informations sur la ville de New York, mais elle veut de l'information sur l'heure qu'il fait à New York. Quel est le fuseau horaire de New York? Et cette personne-là continue de taper. Elle tape lentement, hein. Donc elle rajoute un S. Eh bien, cette fois-ci, elle ne veut plus des informations sur New York, elle ne veut plus des informations sur l'heure qu'il est à New York, mais elle veut des informations sur le journal New York Times. Elle veut probablement avoir accès au site du journal New York Times. Voilà, des résultats concernant le journal. Mais en fait, cette personne-là s'est trompée. En fait, elle a tapé un S après le E, et en fait, elle voulait taper New York. Alors, il est où mon laser? Il a disparu. Bah, tiens. Ah oui, là. New York, Time, et le S, il est passé là, et c'est Square cette fois-ci. Donc, New York, Times Square, en bien fait, la personne, ce qu'elle veut, c'est des informations sur cette partie précise de New York, hein, qu'on appelle le carrefour du monde. Donc, vous voyez qu'on a voyagé dans les requêtes que la personne a fait, et que, en fait, le moteur, il a dû être suffisamment intelligent pour lui renvoyer les informations qu'elle attendait, alors qu'elles avaient toute la même base au départ. À chaque fois, c'était le mot new, mais les résultats attendus étaient complètement différents. Donc, toute la difficulté pour un moteur de recherche, c'est de bien interpréter ce que la personne demande afin de lui fournir les résultats les plus pertinents et les plus intéressant pour le client. Hein. N'oublions pas que quand nous faisons une recherche sur Google, nous sommes le client de Google. Donc Google cherche à nous satisfaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre. C'est ouvert, la discussion est ouverte pendant la présentation. Alors, voilà, je vais maintenant vous poser une question. Une question qui, au niveau grammatical, elle n'est pas terrible. De quoi est le contenu? Alors, qu'est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi est le contenu? Qu'est-ce que cette question? Eh bien, je vous donne la réponse parce que personne ne peut me donner la solution. Pardon? Ouais, alors, le site me dit monsieur, mais en fait, je voulais essayer d'être drôle, et en fait, je vous dis que le contenu est l'objet de toutes les attentions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réfléchir au référencement d'un site sans pencher contenu. Et pourquoi? Parce que le contenu est roi. On le dit à chaque fois qu'il y a une conférence sur le référencement, de toute façon, chacun des intervenants le dit, et je ne fais pas exception à la règle parce qu'effectivement, tout est affaire de contenu dans le référencement d'un site Internet. Alors, mais qu'est-ce que c'est le contenu d'un site Internet? Qu'est-ce que c'est? Donc, ça fait partie des fondamentaux. On va prendre un exemple. On va prendre le merveilleux site de DINAgence, qui est en capture d'écran ici, et je vais vous montrer là où on va pouvoir trouver du contenu. Alors, bien évidemment, au milieu, le texte qui est ici, c'est bien du contenu. On est d'accord, il n'y a pas de surprise là-dessus. Les items du menu sont aussi du contenu. Le petit bloc adresse ici, c'est également du contenu. L'URL ici, ça fait partie du contenu, même si ce n'est pas évident au premier abord. Le petit onglet au-dessus, le texte qui est dans le petit onglet au-dessus, fait partie également du contenu. C'est la balise title. Et voyons maintenant ce qui n'est pas du contenu. Eh bien, le logo n'est pas du contenu, à proprement parler, on pourra en discuter, mais ce n'est pas vraiment du contenu. Cette petite zone de login mot de passe n'est pas du contenu non plus. Cette zone de logo en bas n'est pas du contenu. C'est un peu discutable, hein. Les spécialistes pourront discuter, mais je veux être le plus synthétique possible. Voilà. Et la photo de fond, en l'occurrence le film de fond, n'est absolument pas du contenu. Voilà. Donc on a ici sur ce site, voilà où se trouve le contenu. Visible. Parce que dans les sites internet, vous le savez certainement, il y a une partie invisible qu'on appelle le code source. Et dans le code source, eh bien, il y a du contenu aussi. Et où va-t-on retrouver ce contenu? Ici, dans la balise title,
On va le retrouver dans la balise description et on va le retrouver dans les noms des fichiers et les balises alt, notamment. Voilà. Il y a d'autres contenus, il y a d'autres choses, mais là déjà, si vous maîtrisez ces ensembles de points là que je viens de donner, c'est déjà bien et c'est très bien. Voilà. Du contenu aussi, il y en a au niveau dans le code. Et ça fait l'introduction de la deuxième partie pour les microdata. Hein. Je vais vous parler un petit peu des microdata. Levez voir la main ceux qui ont déjà entendu parler des microdata. D'accord. OK. Donc, vous voyez le contenu, on retrouve le contenu dans un site Internet. Alors, le troisième point important et que vous devriez tous savoir, c'est que bien sûr, votre site Internet, plus il obtient des liens, plus il y a des personnes qui font des liens vers votre site Internet, plus Google lui accordera de l'importance et plus Google vous remontera dans les résultats de recherche. Je vais expliquer ça, c'est ce qu'on appelle le PageRank. C'est un peu moins pris en compte qu'il y a certains temps, mais c'est encore fondamental. Donc, par exemple, pour illustrer, on va parler de score. Hein, c'est-à-dire que j'ai pris un exemple, mais les chiffres ne sont pas bons, c'est juste pour vous montrer le principe. Hein. Votre site ici, si il a 1, 2, 3, 4, 5 liens qui pointent vers votre site, bon, c'est pas mal. Donc, ça fait 5 points. Mais comme celui-là de site, il a déjà lui-même obtenu des liens depuis d'autres sites, il va hériter, le poids de ce site-là va hériter des liens avec lesquels, enfin des liens des sites avec lesquels il est déjà en lien. Voilà, j'ai un peu de répétition, mais plus le site-là aura de poids, c'est-à-dire sera lui-même lié à d'autres sites, plus il vous fera profiter de son poids. C'est-à-dire que dans ces exemples-là, eh bien, on a un score de 6,5. Hein. Si on fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2,5, on a un score de 6,5. Donc très bien, Google vous attribue un score de 6,5. C'est parfait. Et on va prendre l'exemple d'un deuxième site cette fois-ci, mais qui a non plus 5 sites, il est lié. Ou ça peut être le même site, mais vous avez travaillé un petit peu votre stratégie de netlinking et vous avez obtenu des liens supplémentaires. Donc là, vous voyez, il y en a plus. On a toujours celui-là et on en a d'autres. Et du coup, cette fois-ci, vous avez un score de 11,5. Donc si Google doit classer les résultats de recherche, un des facteurs qui va intervenir dans ce classement, c'est ce score, le score qu'il aura attribué à votre site en fonction du nombre de liens qui pointent vers votre site. À ne pas confondre avec les liens qui partent de votre site. C'est pas du tout la même chose. Hein. C'est bon pour ça? Des questions? Alors, on continue. Alors, l'avantage d'avoir des liens, c'est non seulement, comme je viens de vous le dire, d'espérer un meilleur classement dans les moteurs de recherche, mais c'est surtout que vous allez obtenir des visites qui ne viennent pas que de Google. Vous ne laisserez pas Google, même s'il est hégémonique aujourd'hui, vous ne le laisserez pas prendre de plus en plus de place et compter que sur les visites Google. Essayez de travailler pour que pas la plupart, vous n'y arriverez pas, mais la majorité, le nombre le plus important de visites viennent d'ailleurs que de Google, viennent des sites des partenaires auxquels vous êtes liés. Voilà, c'est mon petit conseil, ça vous permet d'avoir du trafic de bonne qualité et de maîtriser, de favoriser en même temps votre classement dans Google. Il y a double avantage. Des questions? Tout va bien. Alors, là, nous attaquons la deuxième partie de cette présentation. C'est très bien. Alors là, ça va être un petit peu plus technique. Hein, et on va aborder les changements fondamentaux. Il est en train de se passer des choses au jour d'aujourd'hui. Les changements fondamentaux qui sont en train de se passer, eh bien, c'est ça. Vous l'avez tous vu. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Exactement, madame. Exactement. C'est effectivement l'outil que Google
et d'autres ont mis en place pour que maintenant, vous ne soyez plus obligé de taper vos requêtes au clavier. C'est-à-dire que vous allez vous servir de votre voix pour faire des requêtes auprès des moteurs de recherche. Alors, ce n'est pas la majorité d'entre nous qui l'utilisent une fois par jour. OK, c'est déjà pas mal. Donc, vous voyez que là, il y a une dizaine de personnes sur l'ensemble, une centaine de personnes, donc 1% des 10%, qui peut-être même plutôt des personnes qui commencent à utiliser cette recherche vocale. Alors, qu'est-ce que ça change, vous me direz? Ça change tout. Voilà. Parce que donc l'algorithme en cause s'appelle Hummingbird. Donc Hummingbird, c'est le colibri. Hein. Donc c'est le nouvel algorithme de Google qui va faire en sorte que Google comprenne non pas une suite de mots-clés, mais une phrase. Hein. Donc ils savaient déjà le faire, mais maintenant ils sont devenus assez bons à ça. Alors, ce qui change, c'est que, effectivement, la recherche vocale, vous allez faire vos requêtes, cette fois-ci, avec une manière vocale, et ça va certainement impacter la manière dont vous allez faire vos requêtes au clavier. C'est-à-dire que vous allez, habituellement, on n'est plus sur un schéma où on va taper une suite de mots-clés dans la barre de requête. Hein. On a vu New York, Times Square, dans l'exemple du début. Maintenant, les personnes vont être de manière naturelle, vont se rapprocher du langage courant, du langage de tous les jours. C'est-à-dire que je ne vais plus taper New York Times, je voudrais savoir quelle est la une du New York Times. Donc une phrase, c'est-à-dire qu'on va s'exprimer par des phrases. C'est-à-dire que vous voyez que ce qui était informatique est assez facile, puisque en suite de mots-clés, voilà, c'est assez défini. Cette fois-ci, on rentre dans le web, on rentre vraiment dans le web sémantique. C'est une tendance qui a augmenté, qui est devenue de plus en plus présente depuis les 4 dernières années. Donc on rentre vraiment dans le sens des phrases. Donc qu'est-ce que ça change? Donc ça change que les gens vont rechercher en mode vocal, en mode phrase, et puis les recherches en langage naturel, dans le moteur de recherche, les requêtes vont se faire avec des phrases et plus des suites de mots-clés. Donc là où avant on tapait agence, création, site internet Besançon, je pense que je ne sais pas quelle est la proportion des personnes qui utilisent ce type de requête, eh bien maintenant on va avoir plutôt des requêtes du style « Quelles sont les agences web de Besançon ?» Vous voyez, c'est à peu près la même chose, mais c'est formulé complètement différemment. Je vous donne un autre exemple, plan d'accès d'une agence. Et bien maintenant, on va plutôt taper, alors on ne sait pas ce que les gens vont taper, hein, puis du coup, tout le monde va taper un petit peu à sa sauce. On ne va pas savoir vraiment, ça va être plus dur à cataloguer en tout cas. Donc, on va taper comment se rendre chez des agences. Ou on va demander à Google, avec OK Google, on va lui demander vocalement. Encore un exemple, avant on tapait référencement site internet. Et bien maintenant, on va plutôt demander ou taper qui peut référencer mon site internet, mon site web. Voilà. Donc pour le métier de référenceur, en tout cas, ça change pas mal de choses. On ne sait pas encore tout ce qu'il faut faire, on ne connaît pas encore tous les usages qui vont découler de cela. On ne connaît pas encore les comportements des internautes, mais en tout cas, voilà, on est sensibilisé et préparé, autant qu'on puisse l'être. Un autre exemple, création de site web Besançon, et bien maintenant, les gens vont plutôt taper quelles sont les agences web de Besançon. Voilà, par exemple. Alors, quoi faire? Quoi faire quand on est référenceur aujourd'hui, qu'on a son site internet à gérer? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas tout réécrire, toutes les phrases. On ne va pas mettre des phrases partout dans le contenu de votre site internet. Ça va être trop compliqué. Et puis, du coup, ça serait peine perdue. Et bien, la meilleure stratégie que vous avez aujourd'hui à mettre en œuvre sur vos sites internet, c'est de rédiger chaque page de manière à ce qu'elle réponde à une question. Voilà, c'est la seule chose à faire, c'est-à-dire à se positionner du côté de l'internaute et de dire mais quelle est la question qu'il va poser pour que je souhaite que cet internaute arrive sur ma page et va falloir que je lui donne la réponse à sa question. Donc réfléchissez vos pages, il faudrait presque changer toutes les pages de tous les sites internet du monde, hein. Alors là carrément, hein. On n'en garde pas beaucoup en tout cas. Donc il va falloir penser à ça. Donc pas d'urgence, pas de panique, c'est pas obligé de tout changer parce que c'est dans la version prochaine de votre site internet qu'il faudra le faire, ou dans la version actuelle si vous voulez, mais voilà, c'est pas utile de le faire demain. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
Alors, d'accord, on passe au point suivant. Alors, c'est un point qui relève plus de la communication que vraiment du référencement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce qu'on veut, c'est truster plus d'espace dans les résultats de recherche. C'est-à-dire que vous avez tous à l'esprit cette page de résultats de recherche de Google. Par exemple, là, donc j'ai pris un exemple bien connu. Je n'ai pas pris grand risque. C'est une marque connue. Je n'ai pas d'action. Hein. Mais pour vous dire que là, en tapant le mot Samsung, eh bien, si vous regardez l'écran dans sa totalité, eh ben, on a ici du Samsung, le site Samsung, avec tout ce gros panneau ici qui ramène sur des pages à l'intérieur du site Samsung. On a ce qu'on appelle le Knowledge Graph, donc c'est la nouveauté un petit peu de cette année, l'année dernière de Google. C'est un panneau qui va essayer de renseigner l'internaute directement, sans que vous alliez sur le site. C'est un peu vache de la part de Google. Hein. Tout ça, c'est un peu vache. Hein. Vous avez vu, vous tapez météo et puis le nom d'une ville, c'est Google qui donne le résultat. Vous avez vu pendant la Coupe du Monde, vous tapez le nom des deux équipes, c'est Google qui vous donne le résultat. Donc le gars qui a bâti son business sur les résultats de la Coupe du Monde ou sur la météo, qui propose la météo sur son site, et ben, tout de suite, les internautes obtiennent l'information sans aller sur votre site. Donc c'est un peu vache de la part de Google. Mais il continue. Hein, il en met de plus en plus d'ailleurs. Et vous voyez qu'ici, il y a quand même un gros pavé, le Knowledge Graph de Google, qui va renseigner l'internaute même sans aller sur le site. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, ça fait l'objet de la diapositive d'après, on va y venir. Et vous voyez jusque-là, ici, eh bien, on a encore du Samsung dans Google Actu. Hein, c'est-à-dire que toute cette zone-là de la page, elle est occupée par Samsung. Donc les concurrents, ils n'ont pas de place. Ce qui est normal en même temps, puisque j'avais fait une requête sur le mot Samsung. Donc c'est à adapter, c'est à réfléchir. Tout le monde n'a pas la capacité d'obtenir ces volets-là. Mais si vous êtes dans le e-commerce, si vous êtes dans le B2C, il faut travailler sur tous ces volets-là. Donc, on va voir un peu comment ça se fonctionne. C'est-à-dire que pour truster plus d'espace dans cette page de résultats de recherche, à ce niveau-là, il faut que vous vous renseigniez et que vous travaillez sur les rich snippets et les microdata. Les microdata, on va y revenir un petit peu plus tard. Ici, pour avoir une chance d'être vu ici, il faut que vous travaillez et essayez d'avoir un article dans Wikipédia, bien sûr, et puis intéressez-vous à Freebase. Freebase, on va voir un petit peu ce que c'est également. C'est une nouveauté qui n'est pas nouvelle, mais qui prend de plus en plus d'importance. Ensuite, ici, cet espace-là vient de Google+. Donc, vous voyez que Google vous donne une prime de visibilité quand vous avez une page Google+. Je vous rappelle que Google+, c'est la réponse de Google à Facebook. Hein. Donc, il va faire grossir, mécaniquement, il va faire grossir Google+. Il va faire tout ce qu'il faut pour que les personnes utilisent davantage Google+, qui est jusqu'à maintenant quand même un des réseaux sociaux les moins utilisés. Et puis encore ici, on a Google Actu. Donc, c'est les résultats qui sortent de Google Actu. Donc, vous voyez qu'avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 outils, eh bien, on peut truster quand même beaucoup d'espace sur la page de recherche et essayer de faire la différence avec ses concurrents. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des points à aborder? Alors, bien sûr. Alors, là, on ne parle que de référencement naturel. Donc, monsieur me dit, mais oui, il y a les images, il y a les vidéos, des YouTube. C'est à ça que vous pensez, j'imagine? Alors, les images, je ne vois pas trop. Quelles images vous pensez? Oui. D'accord. Donc, dans Google Images, c'est le résultat. Alors, des portraits. On va voir ça après. C'est comme les actus. D'accord, ça doit être les portraits. On doit parler des portraits de Google+. Bon, j'en parle un peu plus tard. Donc, et vous me disiez, vous me parliez des images et vous me parliez de... Ouais, les vidéos YouTube aussi. Mais ça, c'est en train de se finir. Ça, c'est en train d'être terminé. On va le voir après.
Donc, je vais vous faire un petit aparté sur Freebase. Freebase a été créé par une société il y a de ça 4-5 ans. Je ne me souviens plus le nom. Et cette société a une idée assez géniale. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Google a fait main basse dessus. Crunch. Voilà. L'objectif de Freebase, c'est de mettre tout en base de données. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous baladiez sur le site. J'ai pas fait de capture d'écran ou de choses comme ça, vous pourrez aller voir. Mais ils cherchent à mettre tous les concepts, toutes les choses, tous les objets, tout ce qui peut exister dans une base de données gigantesque. Pour l'instant, elle n'en est qu'à 39 millions d'entrées, mais je vous garantis qu'elle croît. Elle va croître encore plus. Est-ce que c'est un bon développement stratégique? Est-ce que ça sera faisable? Est-ce que est-ce que leurs ambitions seront réalisables avec les connaissances d'aujourd'hui? C'est pas certain, mais en tout cas, ça prend déjà une bonne voie. Donc, en fait, ils classent tout à l'aide de deux grandes méga catégories qui s'appellent les thèmes, les types en English, et les ressources, les properties en anglais. Donc en fait, je vais vous donner juste un aperçu de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont classer tout. Ouais, quand on dit tout, c'est tout. Hein. Dans les thèmes, on va retrouver notamment, je vous donne les principales, les entités physiques. Les entités physiques, par exemple, le chanteur Stromae est une entité physique classée dans les thèmes. La comète Chury, dont on a entendu parler récemment, est aussi une entité physique. On a des créations. Je vous donne des exemples. Thriller, le clip de Michael Jackson, eh bien, il est dans les créations au titre de clip vidéo, mais c'est aussi une chanson. Hein. Star Wars est une création. Classification, les classifications, pierres précieuses, c'est une classification dans laquelle on va ranger des pierres. Et puis, par exemple, les hominidés, donc les humains, les préhumains, eh bien, sont classés dans les hominidés. Et puis, bien sûr, ça ne s'arrête pas qu'aux choses physiques. Bien sûr, tout ce qui est abstrait est aussi catégorisé. L'amour, l'âme, la conscience sont des items, des types qui existent dans Freebase. Et il y en a d'autres. Hein. Et puis également, il y a des ressources. De l'autre côté, il y a la ressource, c'est la deuxième colonne. Hein. Dans les ressources, qu'on appelle les properties, eh ben, on va retrouver par exemple Coluche, qui est à la fois humoriste, mais c'est les vues différentes d'une même ressource. Donc en fait, Coluche, il n'était pas seulement humoriste, il était aussi acteur, il était aussi musicien. Hein. L'amour, c'est un sujet de livre, c'est un sujet de poésie, c'est aussi un sujet de jeu. Voilà. Une ville, par exemple, c'est vue ou traitée à la manière d'un lieu, d'une destination touristique notamment, et puis c'est aussi vu comme un employeur, puisque la ville va employer des personnes. Donc voilà, il va falloir qu'ils managent tout ça, qu'ils gèrent tout ça. Alors c'est contributif aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde peut alimenter cette base de données gigantesque. Et Google vient piocher, vient affiner ses algorithmes, vient piocher des éléments dans cette base de données pour essayer d'être meilleur et toujours satisfaire le plus de clients possible, c'est-à-dire vous. Voilà. Donc voilà pour Freebase. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Tout est bon? Alors on continue. On va dire un mot de schema.org, schéma.org. Donc on en vient aux microdata qui vont prendre de plus en plus de place dans nos métiers de référenceurs et de fabricants de sites internet. C'est-à-dire que l'idée des microdata, c'est de faciliter le travail de Google. Vous avez vu la complexité qu'il a à gérer entre les requêtes en langage naturel, les gens qui ne tapent pas tous les requêtes dans le même ordre, les New York, Times Square, machin. Donc c'est difficile pour Google d'être pertinent. Donc il dit au webmaster, écoutez, aidez-nous. Aidez-nous et balisez vos données. C'est-à-dire que quand vous allez mettre des informations sur le site internet, vous allez mettre un petit bout de code qui ne se verra pas pour les utilisateurs, mais qui va indiquer à Google que là, vous êtes en train d'écrire une adresse. Ici, vous êtes en train de décrire un événement. Ici, vous êtes en train de parler à une personne. Ici, vous parlez d'un spectacle ou d'un auteur. Voilà. Ou d'un produit. Par exemple, pour le e-commerce, vous balisez, vous dites ça, c'est un produit. Si c'est une offre promotionnelle, vous dites à Google, ça, c'est une offre promotionnelle. Donc, on va mettre des petits bouts de code
dans le code source de la page. Et ça va aider Google, et puis il essaie de vous le rendre un petit peu en vous donnant un petit peu plus de visibilité. Voilà donc par exemple un extrait d'une page de recherche de Google sans microdata, et puis avec microdata, il y a des nouveaux éléments qui sont apparus. Ici, vous avez des petites... Ça tire l'œil en même temps, 12 avis, des prix. Donc ça, c'est obtenu grâce au microdata. Et puis, cette ligne-là, qui également est obtenue grâce au microdata. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Donc, si vous donnez... Alors, est-ce que j'ai un exemple après? Ah, ouais, bon, non, j'ai plus d'exemple après, dommage. Mais voilà, donc... Grosso modo, c'est dans le code source de votre site internet, vous allez aider Google à lui dire voilà, de quoi je suis en train de parler. Et voilà, il va être susceptible, s'il a bien compris ce de quoi vous parlez, il va être plus susceptible de renvoyer à l'utilisateur la page, le bon site internet qui correspond. Voilà. Est-ce que c'est de ces images-là dont vous parliez tout à l'heure? C'est pas celle-là. Bon. D'accord. Donc, jusqu'à il y a encore l'année dernière, on avait facilement la possibilité d'obtenir des images comme ça, des portraits en général, ou des images, ça peut être des images différentes, dans les résultats de recherche, grâce à la balise microdata rel égale author ou rel relative to me. Donc c'était des pages Google+, hein, ça venait de Google+. Donc on avait régulièrement, quand on faisait des recherches dans Google, on avait des petits portraits qui s'affichaient, ou si c'était pas un portrait, on pouvait mettre l'image qu'on voulait, bien évidemment. Donc c'était pas mal, ça donnait de la visibilité. Et puis comme tout le monde s'est mis à le faire, Google, il a abandonné le système-là. C'est pas abandonné à 100%, mais disons qu'il a donné moins d'importance. Donc vous vous battez plus là-dessus, ça sert plus à grand-chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Tout va bien? Vous suivez? Allez, on continue. Alors, un des points importants, oui. Les microdata? C'est lié. Oui. Alors, c'est le site où vous allez trouver toutes les ressources. Voilà, vous allez avoir tout ce qu'il faut faire. Ouais. Alors, voilà une précision que je ne connaissais pas. Donc, c'était mis au point, CMA.org a été mis au point, d'après monsieur, par Google, Yahoo et Bing. Donc, les trois moteurs de recherche les plus importants. Ce qui n'est pas stupide de leur part. Ils se sont mis d'accord. Ils ont dit, écoutez, on va se mettre d'accord sur un format de données. On va arrêter la guéguerre. Et puis, tout le monde, tous les webmasters vont pouvoir donner des informations sur les informations qu'ils sont en train de donner. Et du coup, tout le monde y gagne. Voilà. Alors... Le troisième point que je voulais aborder, soyez mobile friendly. Parce que pour la première fois dans l'histoire, dans la petite histoire du web, eh bien, alors suivant les stats, suivant les sources, c'est pas tous aussi net, c'est pas tous aussi catégorique, mais en tout cas, l'utilisation du mobile a dépassé l'utilisation des desktops, des PC de bureau. Donc, c'est en train de changer. Vous voyez que là où on cherchait à avoir des PC avec des grands écrans, tout d'un coup, on se retrouve tous, quasiment tous, à regarder de plus en plus les sites Internet sur des tout petits écrans. Et les personnes d'un certain âge comme moi, on est tout de suite enquiquinés avec les lunettes et les problèmes de vue. Donc, soyez le plus possible mobile friendly. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout basculer en mode mobile à 100%, mais ça veut dire qu'il faut au moins... Ah, j'ai pas mis, il manque une diapo. Ah non, je l'ai mis après. Donc voilà. Donc le message que je vais vous faire passer, c'est que effectivement, maintenant, le mobile a pris vraiment une place importante. Voilà. Donc je vais résumer cette présentation. Ça nous laissera quelques minutes après pour des questions éventuelles. En résumé, augmenter la confiance que Google peut avoir en vous. C'est-à-dire qu'il va falloir donner du contenu de qualité. Il faut que vous compreniez bien que les internautes sont les clients de Google, même si on ne les paye pas. C'est quand on fait une recherche sur Google, on ne le paye pas. Mais quand même, il y a une relation client-fournisseur. Si on est satisfait de la recherche de Google, eh bien, on va retourner sur Google, on va utiliser des produits Google. Et Google a besoin des internautes pour faire son business et vendre ses publicités. Donc, augmenter la confiance que Google peut avoir en vous. En faisant quoi? Eh bien,
en produisant du contenu de qualité pour vos sites internet. Mais ça, je ne doute pas que ça ne soit pas déjà le cas. Ce contenu de qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être centré visiteur. C'est-à-dire qu'ok, il doit faire plaisir à Google, mais avant tout, c'est le visiteur qui va lire votre page, qui va être le destinataire de cette information. Il doit être sémantiquement riche. On a vu que les recherches en langage naturel, maintenant, vont plus être une suite de mots-clés. Donc, il va y avoir des phrases, il va y avoir des manières de s'exprimer différentes. Augmenter le champ lexical de vos pages, de vos contenus. Champ lexical, ça veut dire tous les synonymes, les adjectifs, les verbes, voilà. On est dans la sémantique et on est dans le français, on est dans la grammaire. Alors, voilà. De plus, actualiser de votre contenu. Bien sûr, il y a une prime à l'actualisation, c'est-à-dire que voilà, il est préférable, Google va préférer renvoyer un site internet qui est actualisé ou plutôt qu'un site internet qui n'a pas bougé depuis X années. Alors ça remet dans le contexte, ça remettre, c'est pas pour tous les sites, hein, les sites des entreprises par exemple, on sait qu'ils vont pas bouger, que les produits changent pas forcément tous les jours et voilà, ils ressortent quand même, ils sont quand même bien référencés. C'est pas une obligation, mais il faut le remettre dans son contexte. Et si vous êtes par exemple dans le e-commerce, bien sûr les prix changent, les descriptions changent, les produits changent. Donc si Google voit un site e-commerce qui ne bouge pas, qui ne change rien, autant dire qu'il va vous laisser dans le bas du panier. Hein. Toujours en résumé, il faut toujours garder à l'esprit d'obtenir des liens qui rentrent vers votre site internet. Plus vous en aurez, plus ils seront de bonne qualité, plus vous en retirerez des bénéfices. Il faut obtenir des liens pas de n'importe où, depuis des sites de confiance, c'est-à-dire que des sites qui sont eux-mêmes bien positionnés dans Google, qui sont eux-mêmes dignes de confiance aux yeux de Google. Il faut tenir des liens, alors ça va dans le lien, mais c'est aussi du buzz, aussi de l'information, aussi il faut qu'on parle de vous, de votre nom, de votre marque, depuis les réseaux sociaux. Il y a des primes au référencement quand on parle de vous dans les réseaux sociaux. Hein. Donc des partages, des likes, des plus 1 dans Google+, donc essayez d'en obtenir, bien sûr, mais ça je pense que vous êtes déjà tous champions là-dessus. Obtenir des liens entrants, surtout pour bénéficier de trafic hors Google. Voilà, hein, c'est important d'augmenter le trafic qui ne vient pas forcément de Google, parce que c'est du trafic de qualité. Ça permet de tisser des liens avec des partenaires et c'est important. Voilà. Ensuite, toujours pour résumer, il faut aider Google à vous comprendre, hein, notamment en balisant les données, donc avec des microdata. On oublie le microformat entre la guéguerre qui était entre moi je fais du microdata, moi je fais du microformat, et c'est microdata qui a gagné. C'est pas la peine de continuer avec le microformat. Hein. Le microdata est installé, est bien installé avec le HTML5. Et il est en connexion directe avec le HTML5. Donc on s'oriente aujourd'hui vers les microdata. Voilà. Toujours en résumé, essayez de gagner plus d'espace dans la page de résultats de Google, c'est-à-dire essayer de bien vous référencer, mais en plus de mettre les concurrents au fond de la page. Hein. Et ça se fait avec notamment les rich snippets, les microdata encore en plus, et puis le Google+, avec Wikipédia aussi, mais avoir un article Wikipédia, c'est pas forcément évident. Voilà. En résumé également, apprenez à devenir mobile first, c'est-à-dire que la tendance aujourd'hui, quand on va créer des sites internet, on va plus se l'imaginer forcément sur un écran de PC, d'ordinateur, on va déjà l'imaginer sur qu'est-ce que je veux que l'internaute voit sur mon mobile. Voilà, ça sera mobile first. On va déjà designer, on va déjà penser à son site internet version mobile. Et ensuite seulement, on fera la version PC. On découlera, aujourd'hui on fait la version PC, puis on se dit, voilà, comment on va s'arranger pour que ça soit pas mal sur le mobile. Ok. La tendance va s'inverser, c'est-à-dire qu'on va dire, on va faire comme ça sur mobile, et puis pour le PC, voilà, on fera autre chose. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vérifier que vos sites sont compatibles mobiles, c'est-à-dire quelle est l'expérience utilisateur et l'ergonomie de mon site sur mobile. Si c'est bon, si c'est correct,
c'est bon, ça suffit. C'est pas la peine d'aller tout casser 2 minutes. C'est pas la peine d'aller tout casser. Si votre site il est bien visible sur le mobile et si vous jugez que l'ergonomie et l'expérience utilisateur est bonne, c'est OK. Voilà. Donc, on va terminer exactement le timing. Le bonus de la présentation, c'est un listing d'outils qui vous aideront qui peuvent vous aider aujourd'hui. Bon, les webmasters, à mon avis, les connaissent déjà, mais d'autres personnes ne les connaissent pas forcément. Donc, une liste d'outils. Je vous attire l'attention sur celui-là, c'est-à-dire sur notre site internet, à cette adresse-là, vous aurez un document qui donne qu'on appelle les best practices. Practices, c'est voilà, les meilleures pratiques à faire pour rédiger une page, pour faire une page internet. Et puis surtout, cet outil-là, que tout le monde n'a pas, qui n'est pas facile à obtenir, la patience, le travail et la recherche. C'est-à-dire que le référencement, c'est pas gagner tout le temps. Il faut faire de la patience. Les résultats ne se voient pas tout de suite. Hein. Il faut travailler, il faut sans cesse se remettre en cause et puis sans cesse rester en veille et rechercher des nouvelles informations sur ce référencement. Le bonus 2, c'est les meilleures ressources en français, ceux qui veulent aller plus loin. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur le thème du référencement, c'est des choses vraiment sur lesquelles commencer. Donc le site d'Abondance, M. Olivier Andrieux, WebRank Info qui est une mine d'or. Et puis depuis peu, il y a un MOOC, vous savez, c'est Massively Open Course, Online Courses, donc qui permettent sous forme d'un cours accessible gratuitement de suivre un cours de référencement. Alors c'est récent, il existe depuis pas longtemps, donc à tester, je ne l'ai pas testé encore. Voilà. Donc merci d'être venu, merci de votre attention. Et puis si vous avez des questions, eh bien on ne pourra pas se les poser puisque le temps est imparti et terminé. Et si vous voulez recevoir la présentation, laissez-moi votre carte de visite, enfin un bout de papier avec votre adresse email. Me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Voilà, merci à tous.